board hay là doctor con muốn làm cho tôi hiện đo học chi lại thiền. Je veux continuer mes études et être diplômée de l'université. Ceci est un podcast réalisé par Action Éducation. Bonjour et bienvenue dans le podcast Incluse et Inclus, où nous allons échanger sur les obstacles liés à l'accès à l'éducation pour les enfants dans le monde. Alors ces obstacles, ils sont multiples et nous en aborderons 6 dans cette série. La question de la pauvreté, la malnutrition, la discrimination, les conflits, la fragilité des apprentissages et les migrations. Je m'appelle Mila Debert, je suis chargée de projet chez Action Éducation et je serai la présentatrice durant les 6 épisodes de ce nouveau podcast. À venir, des interviews exclusives de différents experts locaux et internationaux et surtout des témoignages précieux d'enfants à travers le monde qui nous parlent de leur réalité, de leur quotidien et des difficultés qu'ils rencontrent pour accéder à une éducation de qualité. Parce que l'éducation est partout, mais l'égalité est nulle part. Alors pourquoi l'éducation ? Eh bien parce que l'éducation est une urgence et un droit pour chaque enfant dans le monde. Il y a actuellement 250 millions d'enfants non scolarisés dans le monde et 770 millions d'adultes analphabètes. Alors ces chiffres, ils sont alarmants, mais ils le sont encore plus quand on sait l'importance et la place de l'accès à l'éducation dans la vie d'un enfant. En effet, dans plusieurs pays, l'accès à l'éducation reste un défi et le seul moyen de lutter contre des discriminations et injustices, comme le mariage précoce, le changement climatique, l'insécurité alimentaire ou les inégalités économiques. Et puis, il faut le rappeler, l'éducation est un droit fondamental de l'être humain. Son accès, il est inscrit et détaillé dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, la CIDE, qui a été adoptée le 20 novembre 1989 et dont on va prochainement célébrer le 35e anniversaire. Mais malheureusement, 35 ans plus tard, l'accès à l'éducation pour tous n'est toujours pas garanti. Et beaucoup d'enfants se retrouvent dans l'impossibilité d'être scolarisés, à cause de différents obstacles qui se dressent devant eux. Alors dans ce premier épisode, nous aborderons le principal obstacle à l'accès à l'éducation, celui de la pauvreté, du manque de ressources financières des familles qui ne peuvent pas se permettre d'envoyer leurs enfants à l'école. Car vous vous en doutez, en réalité, l'école n'est jamais gratuite. Alors on part tout de suite au Cambodge pour écouter Devi, qui est une petite fille de 11 ans et qui est obligée de mendier pour sa famille. Je m'appelle Devi, j'ai 11 ans, je vais à l'école primaire Dam Nok Toek et j'habite à Poipet, au Cambodge. J'ai 3 frères et sœurs, je suis la deuxième de la famille. Mon père est un ouvrier en bâtiment et ma mère est une femme au foyer. J'étudie à Dam Nok Toek depuis 2 ans. Tous les matins, je me lève à 11h. Je prends un bain et après, j'attends le bus pour m'emmener à l'école. À l'école, j'apprends les mathématiques, la littérature, la science et d'autres matières. J'aide aussi à nettoyer la salle de classe. Je suis dans l'équipe de sport et j'aide à arroser les plantes de l'école à côté de mes études. Après l'école, j'arrive à la maison à 17h et à 18h, je pars au casino pour mendier. Je vais au casino avec un bébé et je l'emmène pour mendier. Et après, je donne l'argent que je récolte à ma maman. Je n'aime pas cette activité. Je gagne à peu près $12 par jour et le bébé que j'ai avec moi a 8 mois. Je prends avec moi un repas pour le bébé et je lui donne le repas quand il pleure. Il pleure parce qu'il veut sa maman. Sa maman, c'est ma tante. Au casino, il y a beaucoup d'enfants qui viennent pour mendier. Les gens les plus généreux sont des adultes. Ils sont en chemise et ils viennent jouer au casino. Du coup, je préfère l'école. J'aime beaucoup l'école parce qu'il me donne le matériel pour étudier et le déjeuner. Et il m'encourage à m'améliorer. Ce que je préfère, c'est la littérature et les mathématiques.
Mais j'aime aussi les autres activités dans l'école. Par exemple, j'aime beaucoup arroser les plantes. À l'école, j'ai aussi mes meilleures copines qui s'appellent Niche, Ta et Léac. Donc je suis très heureuse quand je vais à l'école et que je vois mes copines et mes professeurs et qu'un professeur m'apprend des choses. Je pense qu'avoir une éducation est très important parce que c'est ce qui va m'aider à avoir un travail bien payé. Je veux continuer mes études et être diplômée de l'université. Alors bonjour Roanne d'Aiglepierre, vous êtes économiste au sein de l'Agence française de développement, l'AFD, et vous avez beaucoup travaillé donc sur ces questions de précarité des familles et du coût de l'éducation pour les parents, en particulier dans les pays en voie de développement. Alors donc on vient d'écouter ce témoignage assez émouvant d'une jeune fille au Cambodge qui se retrouve dans l'obligation de mendier de l'argent dans un casino après l'école et qui donc rate une partie des journées. Alors beaucoup de familles se retrouvent en difficulté lorsqu'il revient à payer les frais d'éducation de leurs enfants, car l'école, même si elle est définie comme gratuite, ne l'est jamais en réalité. Alors que coûte l'accès à l'éducation pour les familles dans les pays en voie de développement ? Très bien, merci pour cette question. Effectivement, la première chose à dire, c'est qu'évidemment l'éducation, ça coûte. Et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et ceux qui peuvent payer, ça peut être l'État, c'est souvent malheureusement trop les ménages, et il peut y avoir aussi la solidarité internationale. Le plus important, c'est de comprendre un petit peu le partage entre les différents types de coûts, donc dans le cas que vous citez. Il y a d'abord les coûts directs. Les coûts directs, c'est les frais de scolarité, donc notamment ces paiements réguliers qui sont exigés par les écoles. C'est les frais d'inscription, c'est la scolarité. Vous l'avez dit, effectivement, l'éducation doit être gratuite, mais malheureusement, dans beaucoup de pays, y compris ceux qui ont annoncé la gratuité, il y a des frais de scolarité qui sont obligatoires. Et s'ils ne sont pas payés, les enfants ne peuvent pas accéder à l'école. Au-delà de ça, il y a des coûts directs en termes d'uniformes scolaires qui sont souvent obligatoires. Si on n'a pas d'uniforme, on ne peut pas accéder à l'école. Il y a des fournitures scolaires, un minimum de cahiers, de stylos, de règles qui ne sont souvent pas pris en charge par les écoles. On a aussi très souvent des frais d'examen. Pour passer l'examen, il faut payer des cotisations et des frais supplémentaires qui coûtent aussi extrêmement de manière très importante pour les familles. Et finalement, on a des frais associés aux repas scolaires, aux cantines scolaires quand il y en a. Ça, c'est un peu la grande famille des coûts directs. C'est ceux qu'on voit le plus. Ensuite, on a un certain nombre de coûts indirects, qui sont aussi parfois même plus importants que les coûts directs. Il y a évidemment les coûts qui sont liés à la distance. Malheureusement, beaucoup d'écoles sont très éloignées des ménages, et donc il y a des coûts de transport qui peuvent être des coûts de bus, transport scolaire, mais aussi parfois c'est du temps, des enfants qui doivent marcher pendant des heures pour rejoindre les écoles, et ça c'est lié au nombre insuffisant d'écoles, c'est-à-dire des écoles qui ne sont pas suffisamment à proximité des ménages. Un autre coût indirect extrêmement important, c'est que malheureusement beaucoup de familles doivent faire travailler leurs enfants. Et donc les enfants, quand ils sont à l'école, ils ne travaillent pas. C'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Quand je mets mon enfant à l'école, il ne peut pas travailler, il ne peut pas rapporter des revenus à la famille. Et donc ça, c'est un coût très important aussi pour les familles qu'il ne faut pas négliger. Ça, c'est les coûts indirects qui sont aussi les coûts qu'on connaît, mais qui sont souvent encore trop souvent imputés directement au ménage. Et finalement, on a un certain nombre de coûts cachés, qui sont ceux qu'on ne voit souvent malheureusement pas, et ça c'est lié notamment à des cotisations aux associations de parents d'élèves. Dans beaucoup de pays, finalement, l'État ne met pas suffisamment de ressources pour les enseignants, et donc les écoles doivent recruter des enseignants communautaires, alors ils ont différents types de noms, qui sont payés intégralement par les parents. Ce qui veut dire que l'association des parents d'élèves doit rassembler suffisamment de ressources pour payer ces enseignants, et là on se retrouve exactement comme des frais de scolarité, c'est-à-dire que les parents qui ne peuvent pas payer ces cotisations aux associations de parents d'élèves sont finalement contraints d'enlever leurs enfants de l'école. D'accord, merci. Donc vous nous avez un peu parlé des différentes instances qui peuvent participer à payer les coûts de l'éducation des enfants. Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle échelle, justement, participe chacune de ces instances ? Oui, alors sur l'éducation de base, et qui couvre donc le primaire et le collège, en fait, le premier financeur de très loin, y compris dans les pays les plus pauvres, c'est l'État. Et c'est normal parce que c'est à l'État de financer ce niveau de scolarisation, parce que c'est finalement le plus simple à mettre en place, parce qu'en fait, finalement, c'est assez uniforme, entre guillemets. On met tous les enfants dans le même établissement, peu importe finalement leurs origines, leur religion, leur type de revenu. Donc c'est vraiment, et on y reviendra, en termes de rentabilité, de rendement de l'investissement éducatif, c'est là où il est le plus important.
y compris évidemment pour les minorités. Donc c'est finalement à l'État de prendre en charge notamment les frais, les coûts directs que j'ai évoqués. C'est-à-dire qu'en gros, l'immense majorité des pays se sont engagés à mettre en place de la gratuité au niveau des écoles, et donc ça implique évidemment que les frais de scolarité soient totalement gratuits, que les uniformes soient probablement pris en charge par l'État, les fournitures scolaires aussi, et qu'il n'y ait pas de frais d'examen, que les cantines scolaires soient aussi subventionnées. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'État. Les coûts indirects de transport, là aussi, c'est finalement à l'État un peu de mettre en place ces transports scolaires. Et ce qu'on voit finalement dans les différents pays dans lesquels on travaille, donc on a des pays qui sont évidemment en développement, donc qui ont des revenus, enfin un produit intérieur brut assez faible, une capacité de l'État à collecter l'impôt assez faible, et puis finalement une proportion des revenus de l'État qui sont alloués à l'éducation, qui sont souvent assez importants, mais insuffisants pour faire face au nombre d'enfants, étant donné qu'on est dans une transition démographique dans beaucoup de pays, c'est-à-dire qu'on a encore énormément d'enfants par ménage. Le deuxième financeur, c'est les ménages. C'est les ménages qui complètent essentiellement le montant le budget alloué à l'éducation de chaque enfant. Et ça, on le sait, c'est que finalement, les plus pauvres, proportionnellement à leurs ressources, financent plus l'éducation de leurs enfants. Et ça, quand on compare finalement les ménages même français par rapport à des ménages de pays en développement, en France, finalement, les ménages contribuent très très peu à l'éducation de leurs enfants, alors que dans des pays à très faible revenu, ils contribuent de manière extrêmement importante par rapport à leurs revenus. Donc c'est le deuxième financeur de loin, c'est les ménages. Et loin derrière, en fait, on a l'aide publique au développement, qui finance un peu la solidarité internationale, en lien justement avec aussi les externalités externes finalement de l'éducation au niveau international. Et ça, c'est des montants assez faibles. Par contre, c'est des montants qui sont complémentaires à ce qui se fait. Et donc, dans beaucoup de pays, finalement, quand même, les salles de classe sont majoritairement construites par de l'aide publique au développement. Et ces montants-là, s'ils sont bien ciblés, ont un impact non négligeable. On a beaucoup de travaux de recherche qui montrent que l'aide à l'éducation est efficace et améliore effectivement et significativement l'accès à l'éducation. On a un petit peu plus de peine à le montrer sur la qualité de l'éducation parce qu'on manque de données sur la qualité, mais sur l'équité par exemple, ça a montré aussi des impacts extrêmement importants. Donc on a vraiment finalement ce partage des responsabilités entre l'État qui doit être majoritaire, les ménages qui doivent être finalement un peu complémentaires, mais en tout cas, ce qu'on voudrait, c'est que les ménages à plus faible revenu, les ménages très pauvres, ne contribuent presque pas à l'éducation de leurs enfants. C'est ça qu'on aimerait, évidemment. Et finalement, l'aide publique au développement, qui, dans une vision un petit peu complémentaire, finalement finance un petit peu là où il y a des trous, ou insiste particulièrement sur des sujets non financés. Alors vous avez commencé un peu à en parler, mais oui, l'éducation est un investissement pour l'État, mais c'est un investissement qui se révèle fructueux. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée-là ? Ce que montrent toutes les études économiques, c'est qu'en fait l'investissement éducatif notamment, mais on pourrait le dire aussi de la santé de base et autres, c'est des investissements qui sont extrêmement rentables. C'est des investissements qui améliorent, et ça on le voit au niveau macroéconomique, qui améliorent la croissance économique. C'est-à-dire qu'en gros, la croissance économique des pays, elle est impactée par l'éducation. L'accès, mais surtout la qualité de l'éducation. Maintenant, ça c'est très très bien montré. On a aussi évidemment des impacts pour les revenus fiscaux, pour en fait l'équité. Ça c'est aussi très, très bien montré maintenant dans la littérature, c'est qu'en gros, la réduction des inégalités dans beaucoup de pays, elle est expliquée en grande partie par l'éducation, par le fait que les plus pauvres ont également accès à l'éducation, et donc finalement on peut bénéficier un petit peu de toutes les opportunités qui sont amenées aussi par des catégories qui avant n'avaient pas accès à l'éducation, mais grâce à l'éducation sont capables de développer de l'entrepreneuriat, innover. Donc ça c'est fondamental en termes de croissance purement matérielle. La croissance, enfin les autres aspects, c'est évidemment, comme vous savez, l'éducation c'est multidimensionnel, ça a un impact sur la santé extrêmement important, sur après beaucoup d'autres sujets, la criminalité, les conflits et beaucoup d'autres choses. Donc en termes de stabilité politique et sociale, l'investissement éducatif il est extrêmement rentable. Donc en fait, il y a la vieille phrase qui dit si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. C'est évident. L'éducation, c'est vraiment un commun, et c'est ce qu'on a vraiment bien montré au sortir un petit peu de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où l'éducation a été complètement instrumentalisée. On a vu ce que ça faisait finalement, une éducation de mauvaise qualité. L'éducation, ça va être fondamental pour atteindre tous les objectifs du développement durable. Si on regarde bien tous les ODD, ils reposent quand même sur un minima et un socle commun d'éducation de base. On ne fera pas de transition énergétique, de transition climatique, on ne fera pas de développement sans une éducation de base à minima, et qui soit de qualité pour tous. Donc en termes de consommation, de commerce, d'innovation, de partenariat,
mais aussi de sécurité et de coopération. Quand on parle de lutte contre l'extrémisme ou de coopération internationale, on sait qu'on a besoin de parler un petit peu tous le même langage et encore une fois d'avoir un socle commun. Et pour ça, notamment aussi pour lutter contre les fake news, contre un petit peu l'instrumentalisation, on en revient, de l'histoire, de la société, la vision du monde. En fait, on a besoin vraiment que, à minima, tous les enfants et les jeunes sachent lire et écrire, et puissent développer une pensée critique, puissent accéder finalement à des ouvrages, à de la littérature. Donc, en fait, pour la communauté internationale, et c'est pour ça qu'il existe aussi l'aide publique au développement, on a une certaine responsabilité à financer aussi l'éducation dans les pays les plus faibles parce que, en fait, encore une fois, il y a une transition démographique et donc beaucoup d'enfants à scolariser, et malgré, encore une fois, les sacrifices des différents pays et des ménages, en fait, ça n'est pas forcément suffisant, et donc là, la communauté internationale doit prendre finalement le relais et investir dans ces pays-là, et c'est un investissement extrêmement rentable pour tout le monde. Pour en savoir plus sur ce sujet, on repart au Cambodge, mais cette fois pour écouter un acteur du terrain, Sam Sovanarit, qui est le directeur de l'école primaire d'Am Nok Tok, où Devi étudie. Alors bonjour Sam, merci d'être ici. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Je m'appelle Sovanarit Sam, j'ai obtenu mon diplôme de médecin en 1915. J'ai 3 enfants, ma femme est directrice adjointe d'une école primaire publique et je suis directeur exécutif de Am Nok Tok organisation. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler un peu de votre travail, de votre quotidien ? En 2001, l'ONG d'Am Nok Tok a été créée et j'ai été nommé directeur exécutif. Depuis, notre programmation n'a cessé de s'élargir. En tant que directeur exécutif, je suis chargé de diriger la stratégie et les opérations de Am Nok Tok et de veiller à ce que nous continuions à renforcer et améliorer le soutien et les services destinés aux plus vulnérables de notre société. Mais du coup, quel est le profil des familles que vous aidez, avec qui vous travaillez ? Nous soutenons les communautés pauvres, les familles vulnérables ou les familles à risque. Familles travaillent dans la rue, familles migrantes, familles séparées, familles confrontées à des problèmes sociaux tels que la dépendance à l'alcool, aux drogues ou à la violence domestique. La majorité des familles sont des migrants économiques. Ils vivent de communautés très pauvres et doivent trouver du travail en dehors de leur province d'origine ou même en Thaïlande. Et du coup, quelles sont les initiatives clés que vous avez pu développer justement pour faciliter l'accès à l'éducation des familles les plus défavorisées avec lesquelles vous travaillez ? Premièrement, nous identifions les enfants vulnérables qui ne sont pas scolarisés. Nous aurons un centre d'accueil où nous pouvons offrir un apprentissage préscolaire et accélérer aux enfants des communautés locales. Cela aide les enfants à rester dans un environnement sûr et convivial et accéder à l'apprentissage et d'autres activités sociales. Nous pouvons ensuite les aider à s'inscrire dans une école publique et à rejoindre le programme d'éducation non formelle de Am Nok Tok. Depuis le centre d'accueil, nous organisons également de nombreuses activités de sensibilisation dans les communautés de Poi Phet et de ses environs.
Cela nous donne l'occasion de rencontrer les familles, de parler de la protection de l'enfance et des avantages de l'éducation et d'identifier comment nous pouvons apporter une aide aux familles pour leur permettre d'aider les enfants à aller à l'école. Alors aussi, en dehors du centre, il y a un projet assez intéressant qui a été mis en place, qui est les bibliothèques mobiles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est déjà une bibliothèque mobile, mais aussi quelle peut être son utilité? Merci. La bibliothèque mobile permet à Domnotek de toucher un grand nombre d'enfants non scolarisés et leurs familles. Nous avons plus de 2000 participants aux séances de bibliothèque mobile en 2023. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités communales locales pour effectuer des visites plusieurs fois par mois afin que les enfants puissent avoir accès à des livres, des jeux éducatifs et des contes. Nous partageons également avec les enfants des informations sur l'importance de l'éducation. Et où en est Domnotek aujourd'hui? Est-ce que grâce à toutes ces initiatives, vous avez pu constater des effets, un impact positif? C'est l'accès universel à l'éducation de base est amélioré au Cambodge, mais il reste des obstacles pour de nombreux enfants issus de familles pauvres qui fréquentent l'école publique. À Domnotek, nous soutenons chaque jour plus de 500 enfants dans des projets d'éducation non formelle à Poipet et Nẹt. Nous nous efforçons de les intégrer le plus tôt possible dans l'école publique, mais nous voulons que cela soit durable. Nous avons une stratégie de transition pour chaque étudiant et nous effectuons un suivi pendant 3 ans après l'inscription pour vérifier si les étudiants sont toujours présents. Si les étudiants ont abandonné, nous essayons de rendre visite à la famille pour découvrir pourquoi ils ne fréquentent plus l'école et voir si nous pouvons les aider à prendre les études. La plupart des élèves terminent dès sommet les études primaires, l'enseignement secondaire et même aller à l'université. Mais nous voyons également plus de filles dans nos programmes éducatifs. Environ 48% des enfants participant au programme éducatif et Domnotek sont des filles. D'accord, merci. Est-ce que vous auriez un autre message à faire passer, peut-être? Oui, les programmes de protection et de bien-être social de l'enfant comportant de nombreux aspects. C'est de Domnotek, nous comprenons que l'éducation et la protection de l'enfance sont intrinsèquement liés et se renforcent mutuellement. Les enfants habités par une éducation de qualité, inclusive et sûre, acquièrent des connaissances et des compétences qui les aident à développer le potentiel intellectuel, physique et émotionnel et améliorer leurs résultats dans la vie. Les écoles fournissent également une structure et un système de soutien continu
aux enfants ainsi que des informations et environnement essentiels pour protéger le droit. Nous avons vu dans cet épisode ô combien il est important de se mobiliser pour que l'éducation soit reconnue comme un bien commun et un service de base, aussi essentiel que l'accès à l'eau ou à la nourriture. Des millions d'enfants sont encore dans la situation dans laquelle était Devi au Cambodge. Des jeunes et moins jeunes, laissés de côté, à jamais privés de la possibilité d'apprendre, de se construire, privés également du pouvoir d'agir, d'expression et de participation. Car oui, être privé d'éducation aujourd'hui, c'est être privé de ses droits les plus fondamentaux, de la capacité de se soigner, de se loger, d'avoir un emploi, mais également de défendre ses droits et de les revendiquer. C'est pourquoi les États doivent respecter leurs engagements et garantir l'accès à une éducation gratuite, inclusive, publique et de qualité, pour toutes et tous, tout au long de la vie, et y allouer sans délai les moyens humains et financiers nécessaires pour que les apprentissages soient au rendez-vous dès le plus jeune âge. À bientôt pour un prochain épisode du podcast Incluse et Inclus.